Bonjour et bienvenue dans l'Essonne en auteur. Un seul des dons artistiques de Jean Cocteau eût suffi à combler une carrière d'artiste. Il les avait presque tous. Poète, romancier, dramaturge d'avant-garde, cinéaste, céramiste, dessinateur, peintre, il réalisa les fresques de la célèbre villa Santo Sospir. On sait moins qu'il orna aussi la chapelle Saint-Blaise des Simples de Milly-la-Forêt, poétique commune de l'Essonne, qui devint son refuge à partir de 1947. Nous nous trouvons précisément dans sa maison et c'est le lieu idéal pour recevoir aujourd'hui l'invité de l'Essonne en auteur, Marie-Noëlle Cressati. Cette éditrice passionnée qui a créé les éditions Alexandrine dans les années 90 a dédié une partie de sa ligne éditoriale à l'évocation des grandes figures littéraires liées à chaque département français, montrant par ce travail de fond à quel point la France est une patrie littéraire. Les premiers ouvrages de sa collection, intitulés Ballades sur les pas des écrivains, se passent dans le département de l'Essonne. Il était donc naturel que nous l'accueillions dans l'Essonne en auteur. Bonjour Marie-Noëlle Cressati. Bonjour Emmanuel Coulier. Alors nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans l'Essonne en auteur pour un ouvrage extrêmement intéressant que vous avez commis et qui s'appelle donc Ballades en Essonne sur les pas des écrivains. Bon, tout de suite me vient une question. Comment avez-vous eu l'idée de cette collection et pourquoi avoir choisi de commencer par le département de l'Essonne? Vous aviez un intérêt particulier pour ce département? Alors, j'ai commencé parce que j'ai travaillé, avant de diriger cette maison d'édition, j'ai travaillé dans la région parisienne et j'ai eu l'occasion de rencontrer, à travers des associations, de découvrir le département de l'Essonne, qui a de multiples avantages, qui est celui d'être à 2 pas de Paris et en même temps d'être un territoire très riche en écrivains. Donc voilà, le choix a été déterminé comme ça assez facilement. Et voilà bien m'en a pris d'ailleurs. D'accord. Ouais. Vous avez réuni autour de vous 13 auteurs pour rédiger les chapitres donc, présentant le lien entre chaque écrivain et une ville de l'Essonne, un endroit de l'Essonne. Est-ce que c'est difficile d'articuler une telle synergie? C'est assez complexe. C'est beaucoup plus compliqué, évidemment, dans un travail d'édition, de composer un livre avec des co-auteurs multiples et des auteurs multiples, puisque le sujet d'un guide comme celui-là, qui est un guide sur les écrivains d'un territoire, c'est la vie des écrivains qui ont résidé dans un territoire donné. Ça peut être le département de l'Essonne, ça peut être aussi une région. Donc c'est la vie des écrivains racontée par un biographe qui est soit un membre de la famille, soit un ami, soit un grand spécialiste, qui peut être un spécialiste national ou local. Un proche, par exemple, dans ce livre, on a Jarry. Jarry, il y avait un fou de Jarry qui s'appelle, son nom m'échappe pour le moment, Patrick Régibier, qui était, depuis qu'il était élève à Sciences Po, il faisait visiter les maisons de Jarry à ses collègues, à tous ces gens. Et il faisait des visites des maisons de Jarry, partout, aussi bien à Paris, où il avait des greniers où on ne pouvait même pas se mettre debout. C'est des logements improbables. Des logements improbables dont on disait qu'on pouvait tout juste manger des sols parce que c'était tout à fait bas. C'est plat comme poisson. Ou alors ces maisons de Corbeil où c'était, il y avait un tripode et on demandait pourquoi un tripode. Il disait parce qu'il y a 4 pieds. Enfin voilà, c'était complètement loufoque. La logique absurde qu'on retrouve dans les œuvres de Jarry. Voilà. Donc c'est le spécialiste Régibier qui avait écrit sur Jarry, mais ça peut être aussi Pierre Kayser qui est un membre de l'association des amis de Cocteau qui a rédigé le texte sur Cocteau. Et voilà, à chaque fois, ça peut être l'enfant ou le fils ou le proche de l'écrivain. Mais alors vous, en tant qu'éditrice, comment vous les avez réunis, ces auteurs? Comment vous les avez connus d'abord? Comment vous avez fait pour les contacter? Alors voilà, c'est une longue recherche, c'est ce que je vous disais donc par rapport à un éditeur habituel qui reçoit un manuscrit, qui le lit, qui dit « Ah, c'est bien, je vais l'éditer », il l'envoie à la correction, puis sur maquette, puis il l'imprime. D'accord. Nous, c'est une composition. Alors, on va faire une recherche.
On va aller aux archives départementales, aux bibliothèques départementales et municipales. On va faire une enquête auprès du tissu associatif qui est très dense, très important. Il y a énormément de sociétés d'écrivains, d'amis des lieux, etc. Et de sociétés, d'associations d'historiens. Et donc on va les interroger. Et à partir de ces informations recueillies, on va faire un tri. C'est-à-dire qu'on va garder les écrivains vivants dans le patrimoine vivant. Bon, vous allez me dire, Georges Duhamel, c'est pas vraiment le patrimoine vivant. Bon, ça dépend de la génération. Il a eu son heure de gloire. Voilà. Il a eu son heure de gloire. Mais on va sélectionner un certain nombre d'écrivains. Ceux qui sont vraiment tombés dans un purgatoire total, on va les laisser tomber. Ceux qui sont vivants, décédés ou actuellement encore vivants, voilà, on va faire une sélection à partir de cela. Parce qu'il y a 3 critères. Donc, il faut qu'ils aient habité le département. Donc, qu'ils aient une maison. Ou alors logé de manière différente. Mais alors, il faut qu'ils aient habité le département. Il faut qu'ils aient rédigé des textes, même ayant pour cadre, même si ce n'est pas sur le département, ayant pour cadre le département. Et il faut que le département les considère comme faisant partie de leur patrimoine. D'accord. Vous voyez, Cocteau, pour parler de lui, n'est pas un écrivain essonien, mais il fait partie du patrimoine. Il a une maison, il a écrit pas mal toutes ses lettres, il y a beaucoup de documents. Et puis il a peint la chapelle Saint-Blaise. Enfin, c'est quelqu'un que les habitants revendiquent comme faisant partie du patrimoine. Mais oui, on parlait de synergie, et maintenant, quand on entend Milly-la-Forêt, on associe à Cocteau, voilà, et Cocteau totalement. à Milly-la-Forêt. Et puis, il y avait un membre de l'association des amis de Cocteau qui disait « On espère qu'un jour, Milly s'appellera Milly Cocteau, comme il y a Milly Lamartine ailleurs en France. » Ailleurs en France. D'accord, très bien. Donc, si je comprends bien, vous êtes d'abord parti... non pas de textes sur l'Essonne en remontant vers les écrivains, mais des écrivains en remontant vers l'Essonne. Voilà. Et alors, comme ça, à titre, enfin, si vous avez pensé à ça, combien de temps, mais tout le travail préparatoire, combien de temps vous a pris tout le travail préparatoire à un tel ouvrage? Alors préparatoire jusqu'à la composition du livre. Bon, ça fait un an et demi. Un an et demi. Oui, un an et en demi. passant vraiment tout son temps sur ça. C'était votre principale quasiment activité. tout. Ouais, c'est ça. Réunir l'équipe d'auteurs biographiques qui trouvent le matériau à traiter, et puis après les textes à écrire. Qui font le récit, qui font leur texte chacun à son tour. Et puis il faut que ça soit harmonisé. Il y a pas mal d'écrivains qui comprennent pas. On a beau bien leur préciser que c'est la biographie, donc le récit de la vie. Ils vous font autre chose. Ils vous font un texte littéraire pur, c'est-à-dire ils vont chercher dans l'œuvre de l'écrivain les occurrences du patrimoine, c'est-à-dire les lieux de vie. Combien de fois dans telle œuvre on a parlé de tel l'auteur a parlé par exemple de Milly ou d'ailleurs. C'est pas ça qu'on veut. On veut le récit de sa vie dans le département. Cette portion de vie-là dans le département. Donc on doit harmoniser assez souvent les textes renvoyés, dire mais écoutez, ça va pas du tout. Ça m'est arrivé de renvoyer des textes à des grands spécialistes en leur disant mais écoutez, c'est pas le sujet. C'est très bien, mais c'est pas. Ah oui, c'est moi qui dirige l'édition. Oui, c'est moi qui dirige l'édition, et donc souvent, en général, je le fais avec diplomatie, surtout maintenant. Mais au début, les gens se fâchaient vraiment en disant on vous a fait un texte, mais c'est pas ça. C'est pas une glose d'un texte littéraire qu'on veut, c'est pas ça. Ce qui veut dire que vous aviez un projet clair en tête et qu'il faut vous y tenir, que vous avez une espèce de rigueur éditoriale. Voilà. C'est des récits de vie. Une fois qu'on a eu donc ces récits de vie, on va à la recherche de textes d'écrivains portant toujours sur ce territoire-là qui est défini, qui est l'Essonne dans ce cas-là. Donc, il faut chercher les textes d'écrivains. Donc, on peut demander aux spécialistes, aux biographes. Quelquefois, il vous renseigne, il vous dit c'est ça le plus beau texte, etc. Quelquefois, il ne sait pas, il vous dit que ça n'existe pas. Donc, il faut piocher dans les lettres, dans les récits personnels. D'accord. Alors, depuis l'édition de votre ouvrage, qui était le premier du genre, je crois, est-ce que vous avez découvert d'autres auteurs liés à l'Essonne qui pourraient mériter d'apparaître dans votre ouvrage, dans une nouvelle édition, bien qu'il ait fait l'objet, je crois, votre livre, d'une réactualisation en 2011 ?
Voilà, en fait, cette édition remonte à 97, 98, et on a réédité le livre en l'actualisant, en rénovant, en ajoutant des illustrations et toute la partie maison de Milly-la-Forêt qui n'existait pas telle qu'elle est aujourd'hui, on a rentré de nouvelles photos. Mais il y a aussi, on s'est rendu compte qu'il manquait quand même les Goncourt. Bon, les Goncourt n'y étaient pas dans la première édition parce que j'étais un peu rigide sur mes critères. Et je me disais, les Goncourt n'ont pas eu de maison. Mais en fait, en réfléchissant, en pratiquant un peu la chose, je me suis dit quand même, pendant près de 20 ans, les Goncourt ont passé tous leurs étés dans la maison d'Alphonse Daudet à Draveil. Oui. Tous leurs étés, ils venaient 2 mois, parce qu'à l'époque, on ne se déplaçait pas comme ça pour le week-end. Ils sont venus 2 mois pendant 18 ans. Donc, c'était vraiment très important. Et Edmond de Goncourt est mort dans la maison de Draveil. Donc, il est mort en Essonne. Il est mort en Essonne. Donc, c'est vraiment très, très important pour eux. Ils étaient très proches amis, mais enfin, il habitait l'Essonne, même s'il habitait chez Alphonse Daudet. Alors, ça me permet de faire observer une chose. Votre livre, finalement, il présente des auteurs, mais il présente aussi, finalement, à travers ces auteurs, toute une vie littéraire parallèle qui n'est qu'esquissée dans le livre, mais qui est très intéressante. Et on voit apparaître d'autres artistes liés à l'Essonne à travers ces auteurs. Par exemple, je crois que vous mentionnez, quand vous parlez à un moment donné de Jarry, je crois, que Claude Dauphin est né à Corbeil, que Nadar a racheté la maison de je ne sais qui, etc. Donc on voit que l'Essonne a été un foyer artistique extrêmement important. Jean Cocteau écrit en 1957 « C'est à Milly que j'ai découvert la chose la plus rare du monde, un cadre ». Est-ce qu'il y a quelque chose qui prédispose un territoire à devenir un lieu de prédilection et plus encore un asile littéraire? Alors, l'Essonne est pour ça très avantageuse, très intéressante, parce que, elle a été découverte par les écrivains à l'époque où les trains commençaient à circuler et à être mis sur voie, c'est-à-dire que vers 1840-1850, les trains, la ligne Paris-Orléans est ouverte, donc il y a des arrêts. Trains de plaisance. Trains de plaisance, il y a des arrêts sur la ligne qui sont proches de là. Et donc les écrivains comme George Sand découvrent ce qu'elle appelait à l'époque un Ruisdael quand elle va à Palaiseau pour la première fois. Elle écrit une lettre en disant « J'ai découvert Palaiseau, c'est un vrai Ruisdael ». Elle découvre ce paradis qui est pour elle une chose formidable et elle se dit mais c'est à je sais pas quelques minutes enfin quelques heures, je sais pas combien de temps ça faisait à l'époque, ça devait faire je sais pas, je peux pas dire, je dirais une bêtise, mais enfin c'était vraiment très très proche de Paris, donc elle découvre qu'elle peut venir passer quelques jours de manière proche et qu'en même temps elle est dans un paysage idyllique. Donc quand Cocteau dit un cadre, c'est aussi un cadre proche, parce que un cadre loin, on peut en trouver. C'est assez simple. Il suffit d'aller, et de régions inexplorées. Je veux dire, c'est facile si on accepte de faire de la route. Mais là, c'était à la fois un beau paysage et un paysage très proche et très accessible. Le Phalanstère était une maison d'un quai de Corbeil que l'on avait loué à plusieurs pour y passer l'été. Il y avait donc, de temps en temps, joyeuses réunions dont le père Ubu était à la fois l'âme et le tourment. Ses amis, Pierre Quillard, Hérold, Marcel Collière, mon mari et moi, nous lui passions beaucoup de choses en faveur de son étourdissant verbiage. De ce verbiage, un de ses condisciples du lycée Henri IV, Gandilon gendarme, dit « Quand il ouvrait le robinet de sa verve, il semblait suivre la sarabande de ses mots, mais non pas la diriger. Ce n'était plus une personne qui parlait, mais une machine habitée par quelques démons. Sa voix saccadée, métallique ou nasillarde, ses gestes courts de pantin articulé, son masque fixe, sa loquacité torrentielle et incohérente, ses trouvailles grotesques ou brillantes, ces mots qui s'accrochaient à d'autres par tous leurs angles, ce synchronisme, dirions-nous aujourd'hui, de cinéma et de phonographe, tout cela étonnait, amusait, agaçait aussi et finissait par inquiéter. Moi, il m'inquiétait beaucoup plus qu'il ne m'amusait au vrai sens du verbe, parce que je pensais que c'était surtout ces perpétuelles absinthes qui lui valaient cette effrayante incontinence de langage. Très foncièrement bien élevé, je crois tout de même qu'il n'aurait pas dit ou fait certaines choses sans cet état d'ivresse permanent dans lequel il semblait trépider au lieu de vivre normalement. Et ses meilleurs amis,
littérateurs et poètes comme lui, n'auraient pas dû lui permettre de boire en buvant avec lui. Ces messieurs, bourgeois fort à leur aise, gens comme il faut, avaient, eux, le refuge de leur ménage ou de leur famille, les repas réguliers et les bons sommeils en des lits confortables, tandis que la solitude farouche d'Alfred Jarry le laissait sans défense contre lui-même. Ou il mangeait trop un jour, ou il ne mangeait pas du tout le lendemain et n'en buvait que mieux. Au phalanstère de Corbeil, Jarry respirait un air plus pur qu'à Paris dans les singuliers taudis qu'il habitait, mais il y trouvait aussi cette terrible émulation des buveurs entre eux. Justement, vous me permettez de rebondir sur le fait que finalement, dans votre ouvrage, on distingue deux types d'écrivains liés à l'Essonne, mais ça doit d'ailleurs être vrai d'un peu toutes les régions. Vous avez d'une part ce que j'appellerais les natifs, bon, par exemple si on prend Duhamel, dont le père est déjà un médecin implanté en Essonne, et les électifs, qui sont peut-être plus nombreux, Cocteau, Jarry, Bernardin de Saint-Pierre. Qui pour vous représente le mieux chacun des deux types d'écrivains liés à l'Essonne, comme ça, entre le natif et l'électif? Alors, un écrivain natif, il y a Bory. Oui. Bory habitait la Californie, il avait une maison à Méréville, c'était la maison familiale dont il avait hérité, il y est mort d'ailleurs, il s'y est suicidé, c'était vraiment son lieu. Et quand il venait à Paris, c'était 2-3 jours par semaine, mais il vivait là, donc c'est vraiment son lieu de vie. Pour moi, c'est lui qui le représente le mieux. Pour les électifs, celui qui s'est beaucoup accroché à l'Essonne, qui s'est accroché comme une moule, c'est quand même Cocteau. D'accord, oui. Cocteau, il y a d'autres personnes qui sont passées, genre Sand a une maison, mais elle en a eu d'autres. Peggy a une maison. Sandrard, lui, il est venu venant de la ferme Navarin dans la Marne. Il venait de perdre un bras. Il s'installe là complètement dans un état de désespoir total et il découvre cette ferme formidable et il raconte que, arrivé là au bout de son errance, désespéré, il découvre cette ferme. Et il décide de s'y installer, il défait la porte de son chambranle, de ses gonds, il la pose sur deux barils, et puis il avait perdu sa main droite, et puis il se met à écrire pour la première fois, et il dit de cette nuit d'écriture que c'était sa plus belle nuit, c'était comme sa plus belle nuit d'amour, c'était sa plus belle nuit d'écriture, comme on parle de sa plus belle nuit d'amour. Parce que c'était au bout d'une période désespérée qu'il renoue avec l'écriture de sa main gauche. Donc ça, c'est un lieu très important pour lui. Bon, il n'a pas eu de maison. Il n'a pas eu de maison. Il n'appartient pas vraiment au patrimoine de l'Essonne, mais il a eu, cela a représenté pour lui un moment fondamental pour sa reprise et son accroche à nouveau à la vie, sa reprise, son installation de nouveau dans la vie et dans l'écriture. Donc ça a été fondamental. C'est pour ça que nous avions décidé de l'inclure dans ce livre, alors qu'il ne correspondait pas tout à fait aux critères. D'accord. Alors est-ce qu'on peut dire que ce serait une des explications pour lesquelles l'Essonne a été un tel territoire littéraire? Pendant longtemps, l'Essonne a été la campagne chic de Paris, en réalité, une des campagnes chic de Paris. Oui, tout à fait. Elle a été la campagne. Elle est d'ailleurs toujours, on parle toujours de cette Essonne des châteaux que beaucoup de gens ignorent, mais qui est très très importante. Enfin, dans les environs, on en connaît certains, comme le château de Courance, mais il y en a partout. Il y a le château de Bourbon-Bussé, à Balancourt. Et à Balancourt, donc il y a cette Essonne des châteaux, et puis cette Essonne aussi qui devient un peu la banlieue parisienne, c'est-à-dire le lieu où on trouve à s'installer aujourd'hui quand on veut fuir un peu Paris, tout en étant proche. Voilà. D'accord. Alors, quel est l'endroit de l'Essonne à vous qui vous plaît le plus parmi ceux évoqués par les écrivains de votre ouvrage? Alors, moi je dois dire sincèrement que j'ai une maison à 3 km de Milly et donc j'y viens tous les week-ends. C'est une maison pour moi très importante et j'aime beaucoup. Et je reprends vraiment à mon compte la phrase de Cocteau qui dit « J'ai découvert un cadre ». J'aime beaucoup Milly-la-Forêt. Donc moi je suis partiale, mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres endroits qui sont très très agréables. Mais voilà, c'est pour moi un endroit très très important. Je trouve qu'il y a une atmosphère très particulière,
très sympathique. Comment vous la qualifieriez, cette atmosphère? L'atmosphère de My. Oui. Mais c'est à la fois une ville, c'est une petite ville Oui. où on connaît le monde, est très vivante, Mhm. mais c'est très étonnant combien elle vit. C'est une ville qui pulse. C'est très agréable pour ça. D'accord. Et en même temps, on est dehors, on est dans le jardin, voilà, donc on a les avantages et les inconvénients et pas les inconvénients de la ville. C'est ça, tout en étant quand même assez animé, Ouais, étant pas une ouais. campagne retirée. Alors, toujours dans votre ouvrage, dans sa présentation d'Eugène Guigvic, Monique Labidoire déclare que l'environnement des poètes nourrit souvent leur œuvre. Qu'est-ce qu'il y a de particulièrement, cette fois-ci, poétique, propice à l'inspiration littéraire dans le paysage essonien? Et puis, est-ce qu'on peut dire d'ailleurs qu'il y a un paysage essonien? Je pense que ce qui est propice à la création, c'est plutôt un espace calme, un espace pas pollué par des nuisances ou bien sonores ou bien visuelles. C'est ça qui fait que, bon, ça peut être l'Essonne, ça peut être tout territoire qui n'a pas de nuisance sonore ou visuel. Un retirement? Oui, je pense oui. que cette qualité, elle existe dans certains endroits de l'Essonne, elle peut exister ailleurs. L'Essonne ayant l'avantage d'être quand même d'accès très facile, voilà. Bon, donc il y a déjà des conditions matérielles propices à l'écriture qui nécessitent un calme. Et puis après, dans son paysage, dans les particularités de son paysage, quels sont les traits saillants qui peuvent inspirer la poésie, l'écriture, etc. Il y a ce qui est très intéressant dans cet environnement-là, c'est quand même les forêts. Voilà, c'est ça. Si Guilvic s'est installé là, c'était qu'il était en bordure de la forêt Sainte-Croix, qui a énormément de forêts dans les environs. Donc c'est ça qu'il aimait, qu'il a apprécié. C'est amusant parce que, bon, et puis par exemple, Péguy parle de cette mer des champs. La Beauce, c'est cette mer des champs de blé, cette mer. Il parle tout le temps de la mer pour parler de la Beauce. Donc, métaphore maritime. Oui. Chez Péguy. Oui. Ouais. Donc voilà, c'est des champs, c'est Sénart, l'eau, les rivières. La France, on est bien doté un peu partout en France, c'est pas. Mais disons que proche peut-être de Paris, Voilà. l'Essonne concentre ces avantages-là, une variété de paysages naturels, propices à l'inspiration poétique. Le frisson de la Beauce arrive jusqu'à nous. Le chant des coqs se fige aux limites des plaines. La plaine, les vallons plus loin, les bois, les fleurs des champs, les chemins, les villages, les blés, les betteraves, le chant du merle et du coucou, l'air chaud, les herbes, les tracteurs, les ramiers sur un bois, les perdrix, la luzerne, l'allée des arbres sur la route, la charrette immobile, l'horizon, tout cela comme au creux de la main. Le ronron d'un tracteur accompagne en silence le silence des champs. Tout le travail se fait sous terre et sur le sol, par l'herbe, les racines, par les graines, par l'eau, par la charrue, la herse, pour donner aux journées le contenu de vie. Le lièvre était toujours à l'orée du bois. La plaine toujours, disait la rosée. Le vent découvrait la frayeur du lièvre. Le chemin toujours allait vers le bois. C'était toujours l'heure, au seuil des cours de ferme. Je suis restée parfois, comme à l'entrée des cathédrales, portée par un volume qui s'épousait lui-même, qui s'épuisait à se trouver. Cependant le dehors, en ordre dispersé, essayait de battre sur lui, se haussait jusqu'à lui, l'affrontait, le niait, s'inclinait pour le consacrer. Et le ciel de la plaine, en haut des bâtiments, était le vitrail et tremblait. Des chemins traversent les champs, des chemins traversent les bois. Certains vont profond dans un bois et se perdent dans les taillis, comme quelqu'un qui n'aurait pu sortir vivant d'être allé seul, où l'on ne voulait pas de lui. L'Essonne qui apparaît évidemment comme un paysage vierge, un peu campagnard chez tous les auteurs que vous avez sélectionnés, a bien changé. Par exemple, si on regarde page 153, comment Bernardin de Saint-Pierre évoque l'Essonne. On aura du mal aujourd'hui à reconnaître ça, donc j'essaye de retrouver le passage. Voilà ce qu'il écrit à sa femme. « Je voudrais bien que vous prissiez du goût pour la campagne en toute saison. » Il parle de Corbeil quand même. Vous ne voyez pas les orages qui s'élèvent sur notre horizon et qui rempliront bientôt la capitale de troubles. S'il y a quelque repos à espérer, ce n'est qu'au champ. Évidemment, aujourd'hui, pour qui va à Corbeil, va avoir du mal à retrouver la description de Bernardin de Saint-Pierre. Et ça me fait penser à une remarque de Morand, Paul Morand,
qu'a bien connu d'ailleurs aussi Jean Cocteau, qui était retourné à Verrières pour l'enterrement de Louise de Villemorin et qui, constatant l'avancée, enfin l'urbanisme des années 60-70, déplore un peu, comme il le dit, je crois exactement, l'inexorable avancée de la civilisation de la HLM. Est-ce que votre livre comporte une dimension nostalgique par rapport à ces paysages qui ont été un peu modifiés par l'avancée de l'urbanisme moderne? Non, je ne crois pas. En tout cas, je ne le recherche pas du tout. D'accord. Non, je recherche au contraire une photographie, un panorama des écrivains. Et c'est pour ça que dans nos livres, on choisit toujours les écrivains du passé, sans nostalgie, les écrivains du passé dont on pense qu'ils existent encore dans le patrimoine vivant, et les écrivains présents. Bon, aujourd'hui, Jean-Louis Bory n'est plus là, Jacques de Bourbon-Bussé n'est plus là, Béarn n'est plus là, mais quand on avait fait le livre, deux d'entre eux étaient encore présents. Oui. C'était encore des contemporains. Donc on essaye au contraire de pas aborder ce plan-là. C'est pas la nostalgie au contraire, on va éviter la nostalgie. On fait un panorama des écrivains, une photographie à un temps donné. Et c'est pour ça qu'on réédite énormément nos livres régulièrement. En les augmentant. En les augmentant, voilà. Oui. En les augmentant, c'est-à-dire qu'ici, un écrivain aujourd'hui qui surgit dans le paysage essonien, on l'intégrera très vite parce que au bout d'un an et demi, on refait une petite édition. Même si ce sont des petits tirages d'un millier d'exemplaires, on réactualise. Donc les dates, parce qu'il y a un index à la fin de l'ouvrage, avec les lieux de vie des écrivains, les adresses. Et donc tout ça, c'est revu et réactualisé de manière régulière. Alors on peut dire finalement que votre livre, comme le paysage, est quelque chose de vivant. Justement, en même temps qu'il fonctionne comme une sorte de guide de l'Essonne, votre ouvrage est une galerie de portraits littéraires qui permet d'évoquer certains talents un peu oubliés aujourd'hui, mais aussi de trouver des portraits savoureux. Je recommande celui de Jarry par Rachilde, il est extraordinaire. Bon, le personnage devait déjà être bon modèle, mais le talent de Rachilde par-dessus donne vraiment quelque chose d'extrêmement savoureux. Pour lequel de ces auteurs avez-vous le plus de sympathie et pourquoi? Alors je voudrais préciser que Rachilde, donc c'était elle qui dirigeait le Mercure de France. Oui. C'était une femme, une grande personnalité, et donc c'est comme ça qu'en fait, parce que Rachilde et son mari avaient une maison en Essonne, que Jarry s'est installé en Essonne également. Il a suivi au fond son éditrice. Donc revenons à votre question. Eh bien, je vous demandais simplement pour quel auteur vous avez le plus de sympathie parmi tous ceux que vous avez placés dans cet ouvrage. Alors ça c'est une question difficile parce que ce sont mes enfants. J'adore Paul Fort. Oui. L'histoire de Paul Fort s'installant à Montlhéry, achetant une terre caillouteuse, d'abord tout petit lopin de terre parce qu'il avait une flopée d'enfants et qu'il n'avait pas les moyens de partir en voyage avec tous ses enfants tous les ans avec sa tour Angèle, comme il l'appelait. Donc il achète un petit terrain caillouteux sur la colline de Montlhéry et petit à petit, comme sa poésie commence à gagner un peu en notoriété. Il avait un très bon truc, lui, pour faire connaître sa poésie, c'est qu'il envoyait ses poèmes aux enseignants, aux instituteurs, profs. Et alors, c'est une bonne idée. Et ils se sont entichés de ces poèmes, et ils se sont donné le mot. Et donc, petit à petit, c'est eux qui ont introduit, c'est pas du tout par une voie hiérarchique qu'ils ont commencé à apprendre Paul Fort à l'école. C'est uniquement. Il avait compris qu'il y avait un marché. Voilà, oui. C'est uniquement les instituteurs qui ont décidé ça c'est joli, on va le donner à apprendre. Petit à petit, ça s'est répandu et donc petit à petit, il commence à gagner de l'argent et donc du petit lopin caillouteux qu'il achète, il finit par acheter quelques petits terrains à côté et pour finir, tout le monde en entend parler. La colline était complètement inculte et donc chaque fois qu'un paysan voulait vendre un bout de terrain caillouteux, il y en avait toujours un pour lui dire va voir l'autre con qui est là-bas. Il l'achètera sûrement. Et en effet, il l'achetait. Paul Fort l'achetait. Il agrandissait son domaine. Il agrandissait son domaine. Et maintenant, toute cette colline s'appelle le chemin des balades. C'est vraiment l'ancien terrain que Paul Fort a acheté. Donc moi, j'ai une
pas mal d'amour pour ce monsieur qui a réussi quand même dans un champ difficile, un champ dans tous les sens du terme, un champ caillouteux, un champ de la poésie. Vive Montlhéry et les Montlhériens. Et zut, rezut, rezut. Tenez, vive moi-même qui suce dans ces beaux lieux trouver tant de charme, dans ce plus joli coin de l'Île-de-France. Moi, cependant, vrai et franc champenois, né à l'ombre de la cathédrale de Reims. Il est vrai que Jean de La Fontaine, avant moi, fit une visite à la tour de Montlhéry, qu'il trouva moult horrifique. Je la trouve si douce et si jolie, chacun son goût, n'est-ce pas Jean ? Il naît de paysages pour accueillir avec tant de grâce, d'ampleur et de sérénité à la fois, l'aurore, le jour et le ciel d'étoiles. Plaines, coteaux, villes, tours et plateaux en corbeille. Et souvent, je pense que de cette terre ensanglantée autrefois par une si grande bataille où prirent fin les temps du Moyen-Âge, et d'où l'on fait surgir, comme on le fait de la prise de Constantinople, les temps modernes. Mieux vaut politique que pique, disait Louis XI après le combat. Je songe avec un plaisir grave que de cette terre oublieuse du carnage monte à présent tant de moissons, tant de bienfaits pour notre nation. Que de fois, dans cette paisible campagne, j'ai rêvé d'une France redevenue consciente et toute noble. Dans tous ces auteurs, il semble y avoir un intrus et c'est une des révélations du livre. C'est assez intéressant littérairement justement ce que vous apprenez aux lecteurs. On connaît à peu près tous les auteurs que vous nommez, puis tout d'un coup on tombe sur Delacroix. Delacroix, évidemment, pour tout le monde, c'est un peintre. Alors, faire le Candide, qu'est-ce que Delacroix vient faire, non pas dans cette galère, mais dans cette belle compagnie? Alors oui, en effet, moi je n'aurais pas pensé du tout à mettre Delacroix. Et puis c'est Pierre Witmer qui est un spécialiste essonien des jardins, qui a écrit quelques livres sur Caillebotte et qui m'a dit il faut absolument que vous mettiez Delacroix, parce que Delacroix est l'auteur d'un très grand journal et très important, quelques centaines de pages, je ne sais plus exactement combien, près de 1000 pages, d'un journal très dense. Il écrivait tous les jours, il racontait ses expériences, il allait dans la forêt, il essayait d'esquisser le chêne de la forêt de Fontainebleau qu'il avait vu. Bon, voilà, tous les jours, il se baladait dans la forêt qui est proche et il a habité là et il a écrit ce journal. Donc, en effet, en ayant pris connaissance de cette écriture qui est très très belle, tout à fait, très intéressante, je me suis dit qu'il avait vraiment une place d'écrivain. Et écrivain peintre, c'était intéressant. En plus, il évoque justement la peinture, comment il fait, ses expériences de dessin qu'il fait. Et donc c'est très intéressant. C'est à la frontière, c'est l'écrivain qui raconte le peintre et c'est très intéressant. Et alors finalement, il a un peu les deux qualités extrêmement complémentaires pour faire un bel écrivain évoquant un paysage, puisqu'il a évidemment l'œil du peintre, et puis il a la plume de l'écrivain, l'œil servant la plume, et vice-versa. Et il semble réaliser un idéal que vous évoquez, je crois, vous-même, dans votre préface à cet ouvrage, où vous citez Goethe, et où vous dites, ce qui peut quand même étonner, que Goethe, à la fin de sa vie, conseillait surtout de se tourner vers le dessin, alors que Goethe est quand même resté, lui aussi, comme un grand auteur de littérature. Donc finalement, est-ce que le fait d'être dessinateur, d'être peintre, ça n'aiguise pas comme ça l'œil pour être un très bon évocateur littéraire du paysage, surtout un paysage comme celui de l'Essonne? Oui, c'est très probable, surtout qu'il y a beaucoup de peintres qui sont d'excellents écrivains. Je veux dire, Van Gogh a écrit, Pissarro a écrit, beaucoup ont tenu des journaux, ont écrit. Donc je pense que, en effet, et à l'inverse d'ailleurs, Victor Hugo a très bien dessiné, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Je suis à Saint-Rosay depuis samedi. Je fais une promenade solitaire dans la forêt, en attendant que ma chambre soit en état pour me remettre au fameux poussin. En apercevant de loin le chêne d'Antin que je ne reconnaissais pas d'abord, tant je le trouvais ordinaire, mon esprit s'est reporté sur une note de mon calepin de tous les jours écrite, il y a 15 jours environ, sur l'effet de l'ébauche par rapport à l'ouvrage fini. Je dis que l'ébauche d'un tableau, d'un monument, qu'une ruine aussi, enfin que tout ouvrage d'imagination auquel il manque des parties, doit agir davantage sur l'âme à raison de ce que celle-ci y ajoute, tout en recueillant l'impression de cet objet. J'ajoute que les ouvrages parfaits, comme ceux d'un Racine et d'un Mozart, ne font pas au premier abord autant d'effets que ceux des génies moins corrects ou négligés, dont les parties saillantes paraissent l'être d'autant plus qu'il y en a d'autres à côté qui sont effacées ou complètement mauvaises. En présence de ce bel arbre, le chêne d'Antin, si bien proportionné, je trouve une nouvelle confirmation de ces idées. À la distance nécessaire pour en embrasser toutes les parties,
Il paraît d'une grandeur ordinaire. Si je me place au-dessous de ces branches, l'impression change complètement. N'apercevant que le tronc auquel je touche presque et la naissance de ces grosses branches, qui s'étendent au-dessus de ma tête comme les immenses bras de ce géant de la forêt, je suis étonné de la grandeur de ces détails. En un mot, je le trouve grand et même effrayant de grandeur. La disproportion serait-elle une condition pour l'admiration ? Si d'une part Mozart, Cimarosa, Racine étonnent moins par suite de l'admirable proportion de leur ouvrage, Shakespeare, Michel-Ange, Beethoven ne devront-ils pas une partie de leur effet à une cause opposée ? Je le crois pour mon compte. Dans cet ouvrage que vous nommez vous-même un guide du troisième type presque, la diversité générique des textes que vous avez choisis finit par former une sorte d'anthologie de l'Essonne. Mais quel était le but que vous poursuiviez absolument quand vous avez rédigé ce livre ? C'est-à-dire que, est-ce que vous souhaitiez surtout évoquer l'Essonne ou évoquer les auteurs ? Quel était le but ? Alors moi, je viens d'ailleurs. D'accord. Je viens d'un pays étranger qui est l'Égypte. Lequel ? Oui, je viens d'Alexandrie, donc d'où le nom des éditions alexandrines. D'accord. Et quand je connaissais la littérature avant de connaître les lieux. Et quand je suis arrivée en France, j'ai découvert les lieux après. Je les connaissais d'après l'évocation des auteurs, mais je les ai découverts après. Donc pour moi, ces lieux évoquaient un auteur. Et donc je trouvais le rapprochement intéressant, d'autant que chaque pouce de territoire en France a été parlé, chanté, loué par un auteur. C'est phénoménal. La richesse, je crois vraiment qu'il n'existe pas une richesse de géographie littéraire aussi intense que celle de... Non, vraiment pas. On ne peut pas dire ça aux États-Unis. Et puis, comme dit Aragon, il dit quelque chose de très important. Il dit la littérature est une affaire sérieuse pour un pays. Elle est, au bout du compte, son visage. Et c'est son visage. Pour moi, c'est son visage. Oui, vous rejoignez en ça, et c'est une dimension qui m'a beaucoup intéressé. J'aime énormément la citation d'Aragon. Et vous rejoignez en ça un thème très intéressant de nos émissions, à savoir que la France est un territoire littéraire, une patrie littéraire, comme aucun autre. Peu d'autres. L'Italie, ouais. C'est vrai. Et puis alors là, de manière internationale, c'est-à-dire que beaucoup d'auteurs, même qui se sont déplacés en Italie, ont évoqué les merveilles de ville italienne, mais peu d'autres, absolument. Et de fait, ça me permet aussi de vous demander, vous avez développé en fait cette collection, c'est-à-dire que vous n'en êtes pas resté aux balades en Essonne. Alors aujourd'hui, combien compte-t-on de livres et sur quelle région ? Alors on compte, il y a 25 ouvrages de la collection des éditions alexandrines, 25 ouvrages, mais qui recouvrent plus qu'un département souvent. D'accord. Alors il y a un livre sur le Limousin, donc ça fait 3 départements. Il y a un livre sur la région centre qui va paraître là en fin d'année, qui fait 6 départements. Il y a Midi-Pyrénées, il y en a 2, ça fait 8 départements. Donc 25, on a donc réuni des écrivains dans 25 ouvrages, mais ça doit faire plus de 40 départements en tout. Et est-ce que vous savez le nombre de textes en tout que ça ça doit faire 700 ou 800 biographies d'auteurs. Oui, c'est énorme. C'est important, oui. C'est énorme. Alors, est-ce que vous avez de nouveaux ouvrages en préparation ? Sur quelle région ? Alors là, on fait un Paris des écrivains. Le Paris des écrivains, qui est compliqué parce que là, pour le coup, c'est pas un territoire large, c'est dense. Des écrivains de partout au monde sont venus, en ont parlé. Donc il fallait savoir comment traiter cette affaire. Et donc on a trouvé quelqu'un qui nous a préparé un livre formidable parce que à la fois il parle des écrivains, c'est une histoire littéraire de Paris, mais à la fois il parle des créatures des écrivains. C'est-à-dire qu'il va parler de Maupassant qui travaille au ministère de la Marine pendant 8 ans, qui s'ennuie à mourir, qui écrit son courrier sur le papier en tête du ministère de la Marine. Et à la fois on va voir Bel-Ami, le héros de Maupassant, se marier à l'église de la Madeleine. Donc on voit à la fois l'écrivain situé dans Paris, Flaubert fréquentant le café Marny, donc plus près de la rue Saint-André-des-Arts, rencontrant Georges Sand habillé en garçon, en homme, etc. Et à la fois, Flaubert et Turgeniev se rencontrant dans le 9e arrondissement, dans la Nouvelle-Athènes. Et à la fois les personnages, Proust, le narrateur, se baladant sur les Champs-Élysées, rencontrant
Monsieur Charlus, Monsieur Charlus ou Albertine pour la première par fois. exemple. Oui. Donc voilà, c'est un mélange assez piquant et sympathique au fond, qui n'embrasse pas tous les écrivains qui sont venus, mais qui, j'espère, on aura d'autres tomes qui développeront d'autres choses. Mais voilà. Et donc on voit que les éditions Alexandrine, avec la passion qui vous anime, ont encore de beaux jours devant elles. J'espère. Et on vous en remercie beaucoup, Marie-Noëlle Cressati. C'est moi qui vous remercie, Emmanuel.